Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, 700 000 enfants, ce sont 700 000 enfants qui sont victimes chaque année de harcèlement scolaire. 700 000 enfants qui perdent confiance en eux, qui perdent confiance en leurs camarades, qui perdent confiance en l'institution scolaire et qui, au bout du compte, perdent confiance en la société. Ces pertes de confiance, c'est souvent un décrochage scolaire, mais aussi un décrochage social. Ces enfants, nous ne pouvons pas tolérer qu'ils quittent la République parce qu'ils ont été harcelés par un camarade ou par un adulte au sein de l'école. Alors, le phénomène n'est pas nouveau, mais il est aujourd'hui largement aggravé par le développement des nouvelles technologies et de l'information et de la communication, qui offrent des occasions et de nouveaux moyens de harceler. Les réseaux sociaux et les groupes de messagerie, notamment, démultiplient la capacité des agresseurs à atteindre leurs victimes. Les effets de groupe, qui peuvent constituer un ressort puissant du harcèlement scolaire, sont également amplifiés par les modalités particulières du cyberharcèlement. Avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de limite ni de temps, ni d'espace. Il n'y a plus aucun répit pour nos enfants. Ce constat s'est d'ailleurs vu amplifié par la crise sanitaire et le recours accru aux outils numériques comme moyen de communication entre jeunes et comme instrument pédagogique pour la continuité des enseignements. Plusieurs rapports récents, dont celui que j'ai remis au gouvernement en octobre 2020, ou encore celui de la mission d'information du Sénat sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, ou encore celui de la Défenseure des droits, appellent ainsi à une meilleure prise en compte du harcèlement scolaire dans les politiques publiques. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a donné, pour la première fois, une expression législative à la prise de conscience collective suscitée par le harcèlement scolaire. Ainsi, l'article L. 511-3-1 du Code de l'éducation dispose aujourd'hui qu'aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. Mais l'action des pouvoirs publics contre le harcèlement scolaire ne se limite pas à l'adoption des lois. Elle se déploie avant tout par le travail quotidien des nombreuses parties prenantes au plus près des victimes, témoins et auteurs de ces agissements. Les actions engagées au cours de la dernière décennie ont été amplifiées et généralisées depuis 4 ans et je vous en remercie, Monsieur le ministre de l'Éducation. Pour compléter et pérenniser les instruments de cette lutte, il est indispensable d'en inscrire les principaux objectifs et modalités dans la loi. Nous devons faire notre part, prendre notre responsabilité de législateur et offrir le cadre légal permettant les moyens d'action au pouvoir public. Et ce texte, je l'ai lu sur les bancs socialistes, n'est pas une loi d'émotion. Il s'agit d'un long travail d'analyse juridique et d'un choix politique assumé. Nous devons assurer une meilleure prévention de situations qui portent atteinte à la confiance des enfants et des jeunes en eux-mêmes, en l'institution scolaire et universitaire et, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, en la société. C'est pourquoi la présente proposition de loi, vise en premier lieu à doter l'ensemble de la communauté éducative, élèves, enseignants, personnel d'encadrement, assistants sociaux, infirmiers, psychologues et médecins scolaires, parents d'élèves, des moyens de prévenir plus efficacement les situations de harcèlement scolaire. L'article 1er de la présente proposition de loi a ainsi une double portée, symbolique et juridique particulièrement forte. Il fait d'abord du droit à une scolarité sans harcèlement une composante du droit à l'éducation et l'étend à l'enseignement privé et à l'enseignement supérieur. Plus encore, il crée une obligation de moyens à la charge des établissements d'enseignement. Ces derniers devront prendre toutes les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement moral dans le cadre scolaire et universitaire. Et ces dispositions accompagneront ainsi le déploiement du programme phare mis en place cette année et qui connaît un vrai succès. Des indications relatives au contenu de ces mesures ont été introduites lors de l'examen du sujet par la Commission des affaires culturelles et il est désormais précisé que ces mesures viseront à prévenir l'apparition de situations de harcèlement scolaire, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée, ainsi qu'à orienter les victimes et les auteurs vers les services appropriés. Alors cette formulation délibérément large permet d'inclure à la fois les services de santé, les forces de l'ordre, la justice ou encore évidemment les associations spécialisées. L'article 2 de la présente proposition, relatif à l'exercice du droit à une scolarité sans harcèlement dans les établissements privés, s'est enrichi d'un nouvel alinéa
lors des travaux de la commission afin de garantir l'effectivité de ce nouveau droit au sein des établissements sans contrat d'association avec l'État. En effet, rien ne justifiait que tous les enfants de la République ne soient pas protégés. L'article 3 de la présente proposition permettra également aux établissements de mieux prévenir, détecter et traiter les situations de harcèlement scolaire. La formalisation de la réponse de l'établissement, qui associera les médecins, les infirmiers, les assistants sociaux et psychologues intervenant dans les établissements, paraît en effet indispensable. Leur harmonisation au niveau national est également nécessaire pour gagner en efficacité et massifier les initiatives heureuses qui, ici et là, ont montré leur intérêt. L'article 3 de la présente proposition permettra également d'améliorer la prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement en assurant une formation adéquate à l'ensemble des professionnels qui peuvent être amenés à rencontrer ce type de situation. Alors, les personnels de l'éducation, comme les personnels d'animation culturelle et sportive et de loisirs, qui sont en première ligne dans ce combat contre le harcèlement, mais aussi plus largement l'ensemble du corps médical et paramédical, les assistants sociaux, les magistrats et les forces de l'ordre. Tous peuvent être amenés à intervenir à des degrés divers dans le traitement des situations de harcèlement scolaire. Je souhaite, à l'issue de l'échange que nous avons eu en commission, proposer un élargissement de la formation continue à tous les professionnels intervenant au sein des établissements d'enseignants pour toucher les personnels des collectivités, mais aussi l'enseignement supérieur. Par ailleurs, l'article 3 prévoit désormais qu'une information relative aux risques liés au harcèlement scolaire et cyberharcèlement soit fournie aux parents d'élèves. Cette nouvelle disposition tend ainsi à une forme de responsabilisation des parents à l'égard du rapport de leur enfant au numérique. En ce sens, la proposition du président de la commission, la proposition de loi 4646, numéro 4646, du président Bruno Studer, visant à faciliter le recours au contrôle parental est parfaitement complémentaire de l'action que nous souhaitons entreprendre à travers la présente proposition de loi. Face à l'évolution des formes de harcèlement à l'ère du numérique, l'article 7 de la proposition tend ainsi aussi à renforcer les obligations imposées aux acteurs de l'Internet. Ces dispositions ciblent en particulier les réseaux sociaux. Elles visent à obliger les plateformes les plus prisées des jeunes à lutter contre les situations de harcèlement scolaire en permettant leur signalement par les utilisateurs et en les portant à la connaissance des pouvoirs publics. Ainsi, les réseaux sociaux seront mis devant leurs responsabilités. C'est aussi le sens de l'article 4, dont je tiens à préciser et à expliquer la portée. Je souhaite avant tout utiliser la fonction expressive du code pénal pour poser un interdit clair, susceptible de fonder une action pédagogique de prévention. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire peut certes être appréhendé par le biais de l'infraction de harcèlement moral prévue par l'article 222-33-2-2 du code pénal, mais l'absence d'une qualification autonome prive d'une partie de son efficacité toute communication autour du harcèlement scolaire. L'article 4 a ainsi pour vocation première de rendre parfaitement explicites les contours de cette règle sociale. Il permet aussi de rendre plus cohérent la répression du harcèlement moral en milieu scolaire ou universitaire par rapport aux autres formes de harcèlement moral déjà réprimées par le code pénal. Alors certes, les peines maximales sont rendues théoriquement plus élevées, mais elles n'ont pas nécessairement vocation à être appliquées automatiquement. Vous savez, nous avons une justice pénale des mineurs qui prend en compte la minorité du jeune et la situation du jeune. Si on en arrive là, sur une situation de judiciarisation, c'est que tout ce qui s'est passé avant a échoué et je souhaite que tout cela n'échoue plus. Sur l'article 6, j'ai entendu les demandes de mes collègues tentant à renommer le stage que j'avais proposé dans le cadre de mon rapport. Je n'y suis nullement opposé et nous proposerons d'ailleurs collectivement une nouvelle dénomination qui correspond probablement mieux à ce que j'envisageais. Il ne s'agit non pas de punir, mais de permettre aux auteurs d'appréhender les conséquences de leur acte. Alors pour conclure, nous partageons tous, comme membres de la représentation nationale, une responsabilité particulière dans la lutte contre ces formes de violence. Car la violence dont tant d'élèves et d'étudiants sont aujourd'hui victimes n'est pas sans rapport avec l'état de notre société fragmentée, dont les conflits internes s'expriment d'une façon toujours plus agressive et plus aiguë, y compris parfois sur ces bancs. Notre école et nos enfants sont certes l'avenir de notre pays. Gardons-nous d'oublier qu'ils en sont aussi le miroir. Je vous remercie.